Voici le dernier épisode de l'année 2019, il porte le numéro 239. Voici le programme. La mort du père des réseaux sociaux, peut-être, en constatant comment Facebook gère nos données personnelles. Ça y est, c'est fait, la double authentification a été contournée, on vous dira par qui et comment. Après la Chine, c'est la Russie qui annonce vouloir prendre une forme d'indépendance technologique en créant son propre internet. Des journalistes ont mis au point un générateur de langue de bois, son nom Zuckerbot. On vous parle de tout ça et de bien d'autres choses dès que vous aurez marqué votre approbation par un pouce vers le haut ou 5 étoiles et un commentaire utile et gentil. Merci beaucoup. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, merci une fois de plus de nous faire confiance pour vous délivrer votre dose d'informations technologiques ou d'opinions technologiques hebdomadaires. Avec nous cette semaine, le même duo que la semaine dernière. Voilà. Et j'ai regardé le planning, je peux déjà l'annoncer, nous aurons le même duo pour commencer l'année 2020. C'est le hasard le plus complet. Si on ne touche à rien au planning, ça va se passer comme ça. Mais on verra ce qui va se passer en début d'année. Mais a priori, si on ne touche pas au planning, ça ne bouge pas. Donc voilà, ça a bien marché sur l'épisode précédent, on imagine que ça va bien marcher sur cet épisode-ci aussi. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. On va remercier nos gentils auditeurs, ceux qui nous laissent des messages, même si ceux qui ne nous laissent pas de messages, on l'imagine, sont aussi sympathiques, mais ceux qui nous ont laissé message sont Éric Bourdin, Laurent Lahulotte, 626, Marc Perren, Aurélien Declercq, Ali Moon, Cédric Onessa, Angris Boy, Check Your Six, Tuxcaster, Jonathan, Esteves, Jax, Sombre Papa, C'est pas normal, c'est un pseudo, Pascal L, Aferneo, Claudio Dekish et GVG, ainsi que sur via lestechno.be, Alain Tricot et Primo, ou encore FredOs06 via Apple Podcast France, puisque là aussi, vous le savez, vous pouvez nous laisser de gentils messages et des notations, etc. Ça nous permet de mieux nous faire connaître par-delà les pays, et les applications. Les pays de Candy. Par exemple. Je tiens à signaler également que cet épisode 239 sera agrémenté de quelques cartes postales qui nous viennent d'ailleurs. Vous découvrirez ça en temps voulu. Si vous le voulez bien, on peut directement commencer notre abécédaire. Avec la lettre A comme Apple, et pour parler en même temps un petit peu photo, ce qui tombe assez bien. En général, on parle photo avec Benoît quand ça s'y prête. De quoi s'agit-il ? On va parler de l'iPhone 11, mais pas uniquement. Voilà, en fait, Apple a annoncé aux fabricants qui font partie du programme MFI, donc le programme Made for iPhone, l'ancien programme Made for iPod qui est devenu Made for iPhone. Donc c'est le programme qui donne accès aux spécifications de l'interface Lightning, qu'ils allaient intégrer la possibilité de déclencher des flashs à distance, donc des flashs photos à distance. Via l'interface plutôt. Donc, on imagine que derrière, les fabricants fourniront ce qu'ils fournissent pour les appareils photo, c'est-à-dire un petit déclencheur à distance ou un flash qu'on connecterait directement sur le câble sur l'interface Lightning. Alors, l'idée, en fait, elle est plutôt sympa parce qu'il y a déjà une offre de flash pour iPhone, mais généralement, ça se base sur du Bluetooth. Donc, ce que tu fais, c'est que tu dois avoir un petit boîtier qui va en Bluetooth parler avec le téléphone commande le déclenchement du flash, le boîtier répercute ça vers tes flashs habituels pour les déclencher, donc généralement via un système radio. Le petit problème, c'est qu'évidemment, c'est un truc complètement propriétaire, donc ça veut dire que ça ne fonctionne qu'avec l'application du fabricant. Souvent, l'application du fabricant, elle est un petit peu limite, et donc l'idée ici, évidemment, c'est que, on l'espère, toutes les applications photo vont l'intégrer, et donc on pourra bientôt utiliser des flashs avec son téléphone, mais a priori, ça fonctionnera qu'à partir de l'iPhone 11, donc ce ne sera pas pour les modèles plus anciens. D'accord. Voilà. Dans le même esprit, moi, il me semble avoir aperçu, mais si je retrouve l'info, je te l'enverrai. C'était une vidéo, je pense d'ailleurs, et tu m'en donneras des nouvelles. C'est quelqu'un qui a fait sur base d'un pied, qu'on tient à la main, un bouton sur le côté, le fameux focus, le follow focus qu'on a sur les grosses caméras et qu'on peut manipuler par un bouton rotatif sur le côté. Ils en ont mis un pour l'iPhone 11 pour se mettre dans les conditions de tournage connues, en tout cas
des opérateurs habituels et professionnels. Donc c'est plutôt rigolo. Et c'est un vrai avantage, entre guillemets, en termes d'ergonomie, plutôt que d'essayer avec le doigt sur un écran, etc., ce qui n'est pas du tout ergonomique. Là, vous avez un bouton que vous tournez pour faire le focus, pour faire le point, pendant que vous filmez. C'est plutôt pas mal. Par contre, je me dis que ça doit moins bien fonctionner avec les systèmes de stabilisation. Du coup, oui. Là, du coup... tenir le... Ouais. Parce que le téléphone est quand même fort léger. Ouais. Si tu n'as pas quelque chose... Bon, à voir. À voir. J'attendrai ton message avec un peu. Voilà, il faudra que je remette la main dessus, mais voilà. On a fait le tour de cette question, c'était une petite info comme ça pour ceux qui Voilà, s'intéressent c'est une petite info, Voilà. c'est des infos de fin d'année, donc Apple fait ses annonces aux fabricants et nous on répercute gentiment. Donc les produits sont pas encore dispo. Hein. D'accord, ok. Bon, affaire à suivre comme on dit dans ce cas-là. C'est encore Benoît qui va parler, parce qu'il nous vient avec des sujets, des fois, architecture. Ah, comme architecture, le plus grand bâtiment imprimé. Alors, on avait déjà vu des petites maisons, enfin, la fameuse imprimante à béton. Ça fait un moment qu'on voit ça, et même maintenant, dans la presse, on va dire, habituelle, grand public, on montre ça aussi, parce que c'est vrai que c'est rigolo. Mais il y a quand même moyen, au-delà de la démonstration, de faire des trucs un peu costauds, quoi, et du sérieux en plus. Voilà, donc c'est Apiscore, qui est une société spécialisée dans la construction de bâtiments par impression, qui a annoncé la fabrication du premier bâtiment à 2 étages qui a été imprimé. Donc c'est pas encore non plus un très très grand building, mais ça du coup commence à ressembler à quelque chose qui a la taille d'une maison normale en fait. On n'est plus effectivement sur les tout petits bâtiments, on est sur quelque chose d'assez normal, qui a été complètement imprimé à partir, comme tu le dis, d'un mélange fait spécifiquement avec des matériaux locaux, mais qui, grosso modo, est une espèce de béton, en fait. Et donc, l'imprimante tourne et imprime le bâtiment en déposant une fine couche de ce mélange bétonneux à chaque étape. Hein, puis ça monte. Et pour la première fois, on est arrivé à faire 2 étages et différentes pièces. Et en fait, ils ont pour ça mis l'imprimante, puis ils l'ont déplacé à plusieurs endroits pour construire comme ça les différentes pièces. Ils ont également prévu une espèce de double mur avec une isolation entre les deux. Il y a une petite vidéo qui montre, si vous allez voir les liens, une petite vidéo qui montre la technique. Ça se passe à Dubaï. Et voilà, je pense que là aussi, on a un petit peu fait le tour. Mais disons que c'est intéressant de voir les progrès de ces produits-là, parce que je pense que la première fois qu'on a parlé dans les technos, c'était pour un pont. C'est un pont qui était imprimé avec des câbles métalliques. Si oui, il y avait quelque chose dans cet esprit-là. En construisant le pont. Et puis, on voit cette idée qui paraissait un peu rigolote au début, en final, semble devenir une méthode de construction comme une autre. Ça permet de faire des bâtiments avec des formes plus fluides que ce qu'on va faire traditionnellement. Et ils annoncent des coûts de fabrication plus réduits que la fabrication traditionnelle. D'accord. Moi, je trouve ça, c'est toujours aussi impressionnant. Alors, ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, c'est important de le signaler. Cette imprimante, c'est un bras qui tourne sur lui-même, hein, sur un axe. C'est pour ça qu'ils ont la possibilité de faire des murs arrondis, et ils ne s'en privent pas d'ailleurs. D'un point de vue architectural, c'est quand même aussi intéressant d'avoir cette possibilité de faire des murs arrondis, ce qui est assez compliqué de manière traditionnelle, on va dire. Et moi, je trouve, chaque fois que je vois ça, je suis impressionné par la précision du truc, qui augmente chaque fois. Parce qu'au début, c'était un peu baveux comme ça, hein. C'était une espèce de gros boudin de ciment qu'on posait. Ici, là, ça commence à avoir de la structure, du maintien. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime encore assez bien. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. On avait déjà parlé de ça, hein, des petites maisons d'une seule pièce fabriquées de cette manière-là. Ici, il y a plusieurs pièces, il y a des étages. C'est impressionnant, non ? Oui, alors on avait parlé de la première maison qui montrait dans la vidéo le petit genre de petit igloo, si on peut dire ça. Non, quand tu vois le prix en principe d'une maison, c'est pas spécialement les matériaux, c'est surtout la main-d'œuvre pour le temps que ça te prend sur un chantier. Et là, ici, la machine, elle peut tourner quasi 24/24. Ouais. Oui, ça a un intérêt économique assez intéressant. Après, le fait des murs ronds, je trouve ça très joli sur papier. Dans la pratique, comme je mets beaucoup de meubles dans les coins, je pense que ça me ferait un peu chier.
Tout le monde C'est- n'apprécie pas le mur rond. Ah voilà, j'aime bien les coins. Maintenant, ceci dit, tu Intérêt à pourrais très... imprimer du mobilier pour aller avec. Voilà, c'est ça. Voilà. La porte est ouverte. On pourrait demander à Ikea de concevoir des meubles avec des fonds arrondis éventuellement, ou carrément des meubles arrondis. Pourquoi pas, mais bon, là, c'est une facilité technique. Faut bien le dire, Ouais. vu le principe. Et donc, ils s'en servent, voilà, à qui mieux, mais ils sont capables de faire des murs tout droit aussi. Mais j'imagine que là, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Ouais. Mais je me demande si Non, non, ils savent les faire. Hein. Ils Si savent tu le faire, regardes ouais. le... Ouais, oui, on le voit. Mais je dis, quand c'est plus compliqué, c'est Oui. le bras doit se longer enfin voilà, Hmm. c'est plus simple de faire un rond quand on a un truc sur un seul axe, quoi. C'est ça que je veux dire. Seb. Mm. Je me demande si au final l'industrie ne va pas plutôt déporter ça vers les usines que de faire ça sur le terrain. C'est génial de faire ça sur le terrain à Dubaï parce que voilà, tu as toutes les conditions pour. Mhm. Mais en Belgique, tu as déjà pas mal de préfab où ils te préparent une partie en usine. Bah, là, tu pourrais avoir voilà, plus de facilité pour placer tes têtes pour l'impression parce que voilà, c'est quand même tout un engin assez costaud. Oui. Voilà, Oui, puis après, il y a le amener. transport qui est problématique, hein, Mais mais de toute façon, il y a du transport, puisqu'il faut amener quand même la matière première qui est le ciment ouais. ou le béton, donc il faut quand même l'amener sur site. Donc c'est des camions, et un flux tendu en plus, parce que la machine ne peut pas s'arrêter. Donc Mm. voilà, effectivement, là, ça pose des questions, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et C'est puis passionnant. c'est passionnant, et puis ça permet peut-être de construire Mm. dans des lieux où on n'a pas l'habitude de construire des bâtiments. Il faut voir si on peut pas construire avec d'autres matériaux que du béton, du ciment. Enfin voilà, ça ouvre plein de questions, plein de perspectives, c'est intéressant. Alors, Seb. Oui, ou Ouais, je Benoît. pense Attendez, que... l'un ou l'autre. Benoît. Benoît, Je vas-y. pense que justement, par rapport à ce que tu dis là, Seb, enfin, c'est un des points sur lesquels ils insistent beaucoup, c'est que à leurs yeux, la construction sur site est vraiment un point important. Et ils expliquent notamment que ça démontre la capacité de construire sur site dans des conditions Ouais, difficiles, parce que la météo, c'est ça. bon, c'est vrai que chez nous, il pleut, mais là-bas, il fait très chaud, Mhm. donc c'est pas des conditions idéales pour faire prendre le béton. Et il y a du sable, il y a des conditions comme ça. Donc, ils expliquent que justement, un des intérêts de leur technique, c'est de pouvoir construire sur site et de ne pas avoir à amener de grosses quantités de matériaux. Il faut quand même amener des matériaux de renfort, hein, parce qu'il ne faut pas se Mhm. leurrer, le bâtiment est imprimé, et puis il y a un certain nombre de renforts qui sont mis, mais qui sont beaucoup plus simples à manipuler. Donc, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais en tout cas, le fabricant là présente le fait de ne pas devoir préfabriquer comme étant un atout. Voilà. C'est un argument, on peut l'entendre. Donc, Sébastien, tu voulais rajouter un truc ou pas? Oui, nous, un petit truc, c'est une question plus ouverte parce qu'on voit pour le moment les créations de maisons à partir d'impressions et donc une grosse impression monolithique. Je me demande si le futur, mais alors on n'y est pas, il y a encore certainement beaucoup de boulot à faire, n'est pas sur l'usage de plus petits engins coordonnés, genre type drone ou quoi que ce soit, pour pouvoir alors là avoir toute la liberté de créer ce que tu veux comme tu le veux avec tous les matériaux que tu voudrais Ouais. pour autant on puisse créer l'intelligence suffisante au niveau des drones. Mais Ouais. bah, on est à quelques années de pouvoir le faire, Oui, c'est ça. Là, tu pousses encore le bouchon un peu maximum. plus loin, Maurice, si je puis me permettre. Ouais, bah, peut-être pas très loin, hein. Oui, non, mais c'est vrai. Peut-être, voilà. Bon, on peut passer à la suite? Oui? Bon. La lettre B comme Benjamin, parce que oui, le plus jeune membre de l'équipe, j'espère ne pas me tromper en disant ça, Xavier, nous a envoyé une petite carte postale. Je vous avais promis des cartes postales durant cet épisode. Eh bien, en voici une, voici la première de ces cartes postales. Salut les geeks. Pour 2020, je vous souhaite de passer de très bons moments en famille, avec vos amis, tous vos proches. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprendrez, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. J'espère que vous pourrez tous laisser une petite empreinte positive. On peut tous faire un petit geste pour la planète. On peut toujours faire un petit geste pour les personnes qui nous entourent. Et donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2020 et on se retrouve très bientôt. C'était la première petite carte postale. On en est à la lettre B comme BBS, avec la disparition de quelqu'un qui a marqué toute une époque, on peut dire ça, Sébastien. Oui, donc le gars, de nouveau, on va parler de trucs d'ancêtres, mais quand j'ai vu le titre, je pouvais pas ne passer le truc sous silence, c'est Randy Suez. Alors, personne ne le connaît spécifiquement comme ça.
Il y a plein de noms plus connus en IT, mais Mmh. il est à l'origine de ce qu'on fait un peu aujourd'hui. Et donc, c'est un mec qui est né aux États-Unis il y a en 1945, donc il y a 74 ans, hein, si Mmh. je compte bien. Et donc, il s'est retrouvé à un moment coincé dans un aéroport à cause d'un blizzard avec un autre développeur qui, lui, avait participer à la création du modem, tout simplement. Donc, le modem, vous savez, c'est le petit truc qui fait cric, 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 hein. Qui À faisait cric, l'époque, cric, c'était cric, cric. qui faisait cric, cric. Maintenant, on fait plus cric, cric, mais je suis sûr qu'on a encore Ouais. tous ce petit son en tête. Ouais. Et ces deux gars ensemble, coincés dans un aéroport, ils se sont dit, bah, tiens, on va créer, à partir de ce protocole binaire qui permet à deux machines de parler, eh ben, de pouvoir mettre une petite interface où on puisse bah, voilà, avoir des textes se connecter à une machine, aller chercher des fichiers, des textes, et avoir un genre de pseudo-arborescence. Tu vois, tu as déjà un peu comme l'ancêtre du site web, si on veut, hein, Mmh. mais très, très, très archaïque. Et donc, voilà, donc ce petit gars a créé ça pendant son blizzard. Et ben voilà, malheureusement, ce gars est mort. Voilà. Une partie de l'histoire s'éteint. Bon, après 74 ans, et voilà, il a bien vécu. Et je ne sais pas d'autre ce qu'il avait créé d'autre, le petit monsieur, mais voilà, ça me fait une petite larme, une petite émotion, parce que c'est pour ceux qui me connaissent personnellement, on y a passé des heures et des heures étant Oui. gamin. Et, Oui, c'est ça. et C'est une arborescence qui ressemble un petit peu à ce que, allez, pour les plus jeunes, pour expliquer aux plus jeunes, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a maintenant sous Windows, mais c'est une arborescence comme des dossiers, quoi. En gros, hein, c'était des répertoires, si je me rappelle bien. Ça ressemblait un peu à ça, quoi. tu pouvais faire ce que tu voulais, c'était du texte, et donc tu avais de l'ANSI, tu pouvais mettre des petites images, et en fait, sur chaque menu, sur chaque page, c'était Ouais. un peu ça, tu pouvais, avec certains raccourcis, mais tu appuies sur le 1, le 2, le C, Oui, c'est machin, ça. et tu arrives sur une autre page, et puis à un moment, il y avait des plugins qui te permettaient effectivement de partager des fichiers. Il y avait un BBS en Belgique, je pense que c'était Vanahem, un truc comme ça, qui avait, lui, plusieurs modems, parce que c'était, à l'époque, Mhm. tu avais un modem, tu arrivais sur une machine, et il y avait un gars de l'autre côté, c'est comme si tu te connectais sur un serveur web, et Oui. pendant que tu étais sur la page web, tu étais tout seul à pouvoir y être, tu vois. Ouais. Et donc, c'était, à ce moment-là, bah, il y avait donc le sysop de l'autre côté qui pouvait discuter avec toi s'il avait envie. Il y avait la possibilité de pouvoir avoir un chat 1 à 1. Et sur certains BBS, donc il y avait Pulsar et Vanahem, il y en avait quelques-uns en Belgique, où ils avaient plusieurs modems. Mhm. Donc, tu pouvais te connecter à plusieurs et tu te retrouvais dans une chatroom, les ancêtres Mhm. d'IRC, quoi. Tu discutais à 15-20 personnes, c'était IBM en avait un aussi, je exceptionnel. pense, en Belgique, enfin, avec plusieurs modems, je veux dire. Il était toujours disponible. Ou alors cette personne s'y intéressait. Mais c'était possible aussi. Donc voilà, c'était vraiment avant l'Internet, quoi. Enfin, c'était... C'est ça. Et j'ai eu un BBS, hein, je veux dire. J'en ai Voilà. tenu un à l'époque, hein. Ah oui. Petite larme, quoi. Ah oui, j'en ai tenu un. Et les gens venaient se connecter. Ah, les gens venaient se connecter, et la machine était allumée 24/24, c'était dans un code de student, et tu avais le modem qui faisait un bruit affolant, qui pendait à côté du PC à quoi, 10 cm de mon oreiller. Donc quand il y avait quelqu'un, je le savais, hein, je ne pouvais pas le louper, quoi. Donc voilà, c'est un C'était une excitation, tu vois. Tu avais la Oui. petite excitation de putain, il a sonné, il y a quelqu'un, c'est qui? C'était génial, ce truc. Il n'y a rien d'équivalent sur le web aujourd'hui, tu vois. Non, c'est vrai. C'est le genre de choses qu'on a un petit peu perdu. Bon, mais maintenant, on dort mieux la Ouais. nuit aussi. Ceci dit. Ouais, d'accord. Pas sûr. Donc voilà, un petit peu d'histoire de l'informatique, hein, on va dire, qui s'en va. Et c'est pas fini, hein, parce que bon, le temps passant, forcément, les gens vont disparaître les uns après les autres. Hein, je te le dis tout de suite. T'as Oui, pas fini de oui. verser de petites larmes, Sébastien. Ouais. Je suis désolé pour toi, mais c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Désolé. Comme c'était déjà les prémices des réseaux sociaux, je me suis dit peut-être que c'est à cause de ce qui se passe avec Facebook régulièrement que ce monsieur a eu un soubresaut, un infart peut-être, parce qu'on parle encore une fois de Facebook et pas quand bien, effectivement, hein, ça devient une habitude, une malheureuse habitude. C'est qui nous en parle? C'est Benoît ou c'est Sébastien? C'est Non, c'est Sébastien. encore moi. C'est encore toi, Sébastien. Ouais. Mais c'est court, en fait, ici, Ah oui. c'est juste les chiffres deviennent affolants. Oui. Donc, c'est des chercheurs de sécurité qui ont trouvé une base de données en libre accès sur la toile, donc qui veut se sert, sur un serveur donc totalement non protégé. Évidemment, ils ont alerté les gars
pour que le truc soit supprimé. On ne sait pas encore d'où venait cette base de données, mais donc sur le principe de comment est-ce qu'ils créent ces bases de données, c'est simple, l'API de Facebook était suffisamment ouverte que pour pouvoir aller siphonner tout ce qu'on voulait, et certains, même si c'était interdit dans les conditions générales, se faisaient une petite base de données Facebook chez eux. Et donc voilà, pas réellement de protection de la part de Facebook, il y a eu plein de scandales dont on a déjà parlé, et ici on est quand même sur une base de données de pas moins de 267 millions de profils. Donc bon, voilà, si vous aviez un profil Facebook, bah voilà, probablement qu'il était dedans, hein. Vos données sont dedans avec nom, prénom, type de relation, si vous êtes en couple, machin, le sexe, le téléphone, l'email, tout y était. Tout, date de naissance, tout y était. Voilà. Fantastique. Ceci étant dit, ça n'arrive pas qu'à Facebook, hein. Je vais pas plus Oui. tard que là tantôt, je voyais, je l'ai plus là sous la main, mais une news concernant Twitter qui aussi a lâché quelques informations dans la nature, et des numéros de téléphone de membres de Twitter, entre autres. Mais j'ai plus l'info ici, et je n'ai plus rien Oui. sur mes écrans, ce qui est très gênant, évidemment. Donc, Alors en fait, pendant que tu recherches, effectivement, on a reçu une notification il y a quelques jours de Twitter. J'ai reçu un mail pour tous les comptes que j'avais. C'était une faille sur Android de leur application qui permettait aux autres applications d'aller se c'est servir ça. dans leurs data. Donc ils n'ont pas réellement idée de ce qui a été siphonné, 17 mais millions de numéros de voilà. téléphone, apparemment. Donc, C'en est peut-être une autre, mais ils ont fait ouais. siphonner sur le téléphone Android de pas mal de data. Ouais, et c'était via Android aussi, donc je pense que c'est la même news, mais avec des informations complémentaires. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que il n'y a pas que Facebook qui fait des bêtises, même s'ils en Mais font régulièrement. 267 millions, c'est balèze quand même, Oui, hein. c'est ça. Ils ont gagné sur le nombre de personnes, Voilà. le nombre de comptes perdus. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà. Bon, enfin, on va pas en remettre des louches non plus, hein. On sait un petit peu comment ça se passe maintenant. C'était un peu déjà en 2018, je me rappelle. On avait beaucoup parlé des fuites chez Facebook. En 2019, on en a reparlé. Je pense qu'en 2020, on en parlera encore. Hack. H comme hack. Eh bien voilà, la protection à deux facteurs a été déjouée. C'est fait. Donc il va falloir passer à autre chose, sans doute. On verra quoi. Benoît, comment ça s'est bien passé? Qui et pourquoi, comment, j'ai envie de dire. Alors, sans doute le gouvernement chinois. Pourquoi? Sans doute pour récupérer des informations auxquelles ils n'ont pas accès publiquement. Et en fait, c'est pas la première fois que l'authentification à deux facteurs est déjouée, mais ici, on dirait que le mode opératoire est beaucoup plus simple que ce qu'on avait vu avant. Donc, on n'a pas toutes les infos. C'est une analyse, c'est une société de cybersécurité hollandaise qui s'appelle Fox IT qui a publié ici au début de la période des fêtes, dans la trêve des confiseurs, un rapport sur une série d'attaques qui sont analysées dans un certain nombre d'organismes d'État. Et essentiellement, en fait, ce qu'ils voient, c'est des attaques sur des VPN et autres, lancées par un groupe chinois qui s'appelle Apt20 et dont on pense, on n'est pas sûr évidemment, mais on pense qu'il est lié, financé, aidé par le gouvernement chinois. Et ce qui est, bon, l'analyse est intéressante en soi si on est passionné de sécurité, mais ce qui a retenu mon attention évidemment, c'est le fait d'avoir cassé l'authentification à deux facteurs. Ils ne sont pas sûrs évidemment de la méthode qui a été utilisée, puisque c'est une analyse forensique, c'est une analyse post-mortem, c'est après les faits, on constate qu'il y a eu une intrusion et on essaie de comprendre comment l'intrusion est arrivée. Ils pensent que le système est basé sur le fait que une des méthodes d'authentification à deux facteurs, ça se base sur des tokens, des clés RSA qui sont très fréquentes en entreprise, hein. Souvent, ça se présente sous la forme d'une petite clé physique, un petit boîtier sur lequel s'affiche un chiffre, et ce chiffre change sans cesse, et on doit taper le chiffre dans la phase d'identification. Et comme le chiffre change sans cesse et est généré par le boîtier, on ne peut pas deviner le chiffre en question. Mais il existe un logiciel qui permet de générer les mêmes tokens, et il est possible d'importer un token dans le logiciel. Et on pense qu'en patchant le logiciel, ils sont arrivés à bypasser les sécurités qu'RSA avait mis dans son logiciel et à pouvoir importer un token qu'ils ont volé sur une machine infiltrée. Donc il faut avoir évidemment déjà infiltré le réseau, mais c'est une manière, une fois qu'on a infiltré le réseau, de pouvoir accéder à plus de ressources.
Et donc, ils ont trouvé sur le réseau des machines sur lesquelles le token software était installé. Et on pense, en tout cas, ils ont pompé les identifications de ces tokens-là. Et ils ont pu, du coup, à distance, se connecter en utilisant, en fait, en simulant le fait d'être sur un token, en contournant un petit peu la sécurité du logiciel RSA. Voilà. Donc, c'est pas une attaque qu'on peut mener sans avoir... C'est pas une attaque de petite envergure, c'est une attaque de grosse envergure, mais ça veut dire que malheureusement, nos défenses... c'est la vieille guerre entre le bouclier et l'épée. Hein, l'épée a pris un petit avancée supplémentaire, visiblement. Sébastien, comme toujours, a sa petite opinion sur le sujet. Et tu nous avais déjà mis en garde, même sur l'idée, ou l'esprit en tout cas, de le double facteur. Le double facteur. Tu nous avais déjà dit que c'était pas non plus la panacée. Non, c'est pas les panacées. Et donc, pour poursuivre ce que disait Benoît, effectivement, ici le titre dit qu'on a cassé l'authentification à deux facteurs. Alors, oui et non, on l'a cassé parce qu'on est rentré sur le système à la base. Le double facteur, en général, ce qui est utilisé, parce que double facteur, ça dit juste que tu as deux authentifications. On peut très bien faire ça par un SMS, et ça n'a rien à voir avec ce qui a été utilisé et déjoué ici, bien que le SMS est encore une pire solution, hein, parce que le réseau GSM est très loin d'être sécurisé. Mais ici, effectivement, ils utilisent les mêmes principes que les one-time passwords, les trucs de Google, où tu as une application sur ton téléphone, c'est un standard qui est totalement libre, et qui te donne ces 6 chiffres ou 4 chiffres, ça dépend des applications que tu vas utiliser, comme sur ces clés RSA. Quand tu regardes le truc derrière, en fait, c'est juste effectivement un token, donc, et un timestamp, et le tout, on va en faire un petit SHA, et puis on est parti. Le truc n'a rien d'extrêmement complexe. Et à partir du moment où tu as récupéré le token, oui, c'est la clé de tout. Voilà, et tu régénères toutes les clés que tu as envie. Ouais. Donc si le système à la base il est troué, oui, effectivement, la double authentification est totalement trouée aussi. Ouais. Il y a toujours un talon d'Achille. Ouais. Oui, mais il a fallu rentrer dans le système. Donc, mais le problème maintenant, pour pouvoir régénérer des clés à deux facteurs pour tous les utilisateurs, là, les mecs qui sont derrière, c'est pas juste tu changes ton mot de passe, hein, c'est pas gagné, quoi. Oui, ça, ils sont plus dans la merde. Qu'est-ce que ça va changer pour... ce qui s'est passé là, l'exploit en question, qu'est-ce que ça va changer pour le monsieur, madame, tout le monde dans les... Je vais pas dire les semaines, mais les mois qui viennent, il va y avoir des modifications ou de nouveaux systèmes qui vont être mis en avant ou... Non ? Non, probablement rien. D'accord. De toute façon, la sécurité que tu dois mettre en place doit être proportionnelle aux informations que tu protèges. Donc, voilà, c'est tout. Tout est lié à l'information que tu protèges, ouais. Oui, si c'est juste tes photos de vacances, je suis désolé, mais on s'en fout. Ouais. Même à la rigueur, d'un point de vue individuel, même ton compte en banque, on s'en fout quelque part. C'est pas les codes de lancement de l'arme atomique. Nucléaire, qui là, de toute façon, sont sur disquette. Oui. De moins en moins. Il n'y a pas de l'authentification. C'est en train de changer. Mais bon, voilà. Je pense pas qu'il y ait de changement a priori. Il n'y a pas de système inviolable. Voilà. C'est une question de temps, toujours. Toujours, c'est une question. Oui, voilà. Donc, ce sera la conclusion de ce sujet. J'ai envie de voilà. M comme Mont Blanc. Non, on ne va pas vous parler de Stylobi. Non, on va aller du côté du Mont Blanc, rejoindre l'autre Benjamin de l'équipe, j'ai envie de dire, celui qui est arrivé le plus récemment, en tout cas dans l'équipe. Il s'agit d'Aurélien qui nous envoie cette petite carte postale. Donc bonjour à tous, on se retrouve à côté du hangar du tramway du Mont Blanc, l'un des chemins de fer à crémaillère le plus haut de France, hein, qui monte à 2700 mètres. À partir de Saint-Gervais-les-Bains. On retrouve ici les deux motrices Anne et Marie. C'est un chemin de fer qui a été conçu dans les années 1900 et qui a été mis en circulation en 1914, avec des pentes en moyenne de 15% et qui montent jusqu'à 25%. Donc je vous incite à prendre ce tramway qui monte et qui vous fait découvrir toute la vallée du Mont Blanc. Et pour atteindre Tête-Rousse et le refuge du Goûter, et pourquoi pas monter jusqu'au sommet du Mont Blanc. Voilà, je voulais vous souhaiter à tous d'agréables fêtes de fin d'année et surtout une très bonne année 2020. On se retrouvera régulièrement sur des épisodes hebdomadaires et pourquoi pas sur des futurs hors-série. Je vous souhaite à tous un très joyeux réveillon et à très bientôt. Merci.
Ce qui nous conduit à la lettre N, N comme Nvidia. C'est de nouveau Sébastien qui nous parle de Nvidia. Il n'y a plus que Sébastien qui parle ici, c'est quoi cette histoire? Non, Benoît a encore des choses à dire, ne vous inquiétez pas. De quoi tu vas nous parler? Nvidia. Oui, là, un petit truc, ouais, c'était une petite pique qui a été lancée il y a, il y a quelques heures à peine par le boss de Nvidia, et c'est assez drôle parce que on parle pas beaucoup console, on parle pas beaucoup jeux vidéo ici, c'est moins notre trip, mais il y a pour l'année prochaine, dans quelques jours, enfin surtout pour la fin de l'année prochaine, 2 nouvelles consoles qui arrivent, probablement les toutes dernières consoles, c'est la PS5 et la Xbox Series X, dont on entend déjà pas mal de marketing de Sony et de Microsoft, avec un grand renfort de on va faire du ray tracing, on va faire des trucs fabuleux, bref. Donc ça a l'air très bien sur papier. Et puis il y a un petit acteur derrière donc le petit gars d'Nvidia, le patron, qui dit ouais, mais en fait ces consoles, vous savez, une carte Nvidia de 2018 sur le marché aujourd'hui, ça explose déjà les performances de votre console de la fin de l'année prochaine. Alors les gars, vous faites pas chier, hein. Si vous voulez, il y a un laptop qui sort, et ils sortent la marque, le modèle et tout, qui est disponible et qui fait plus de 12 teraflops. Alors là, la meilleure des 2 consoles, elle va en faire voilà. Le laptop va faire 12,8. La console, la Xbox, on va en faire 12, et l'autre encore moins, je sais plus. Bon, voilà, donc il dit ça sert à rien, vous emmerdez pas avec les consoles, le PC a gagné. C'est une guerre qui existe depuis la nuit des temps, ça. Oui, bien sûr, oui. Et voilà, c'est pour la référence, c'est un Lenovo, c'est le Lenovo Y740 pour la référence, comme ça, vous saurez tout. Équipé d'une. Et c'est une RTX 2080. Assez récente quand même, il faut le reconnaître. Mais, oui, mais voilà. il l'a lancé l'année passée. Oui, tout à fait. Ce qui fait quand même pour l'occasion, signalons-le, ça fait quand même des ordinateurs portables d'une puissance redoutable en termes de GPU. Je pense surtout à la vidéo, etc., et à tout ce qu'on fait, par exemple, ici, chaque semaine, qui, il n'y a pas encore très longtemps, nécessitait une tour ou une grosse machine, quand même. Et là, maintenant, on peut commencer à imaginer des transportables. Portable, c'est déjà C'est un petit, c'est un truc. Oui, c'est pas un énorme truc, mais c'est un 15 pouces. Oui, mais Voilà, c'est pas du 13 pouces, mais solidement burné, allons nous dire. c'est ça. Mais il y a du 13 pouces avec des cartes Nvidia, c'est jouable aujourd'hui. Oui, mais là, on est sur des standards, entre guillemets, qui vont pouvoir être utilisés en vidéo, en HD, en 4K, et choses comme ça. C'est pour ça que je le précisais. Ça ne fera pas tourner Benoît vers un PC avec Windows, j'imagine. Il va rester chez Apple cette année encore, enfin cette année 2020 encore, j'imagine. Oui, mais maintenant, il peut les mettre dans son MacBook Pro. Non, c'est pas le MacBook pas Pro, vraiment, parce que Nvidia a dit qu'il ne mettrait pas à jour les drivers pour les futurs. Ah bah oui, mais ça, on leur a tourné le dos avec Radeon et autres. Ils se rebiffent un petit peu, quand même. Oui, mais alors si je peux, alors c'est le truc, la news que j'allais pas placer, mais tu me le mets. Et par contre, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient ouvrir, alors on ne sait pas encore quoi exactement, mais il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils allaient s'ouvrir plus sur le Linux et le côté libre, parce qu'aujourd'hui, ils fournissent des drivers propriétaires. Tu parles de Nvidia, Nvidia, il y a nouveau qui est le driver totalement libre, mais qui rame à mort parce que les cartes sont protégées dans tous les sens. Et donc, il y a une guerre entre Linus Torvalds et Nvidia qui les insulte depuis toujours, et ça se balance des trucs à la gueule. Et là, Nvidia vient d'annoncer qu'ils mettaient d'une certaine manière fin à la guerre en s'ouvrant à Linux et en collaborant aux diverses initiatives. Donc, on n'a pas encore vu ce qu'ils allaient faire, mais dans la communauté, tous les commentaires que tu disais, ouais, mais c'est dubitatif de qu'est-ce qu'ils annoncent, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on se fout de notre gueule. Donc voilà, 2020 nous apportera certainement plein de bonnes choses là-dessus. On va quand même laisser répondre Benoît, que j'ai piqué au vif sur le choix de la machine versus la puissance de graphique. Maintenant, il faut avoir besoin de la puissance graphique aussi. Laisse-le parler, et toi. Non, tu m'as pas piqué au vif. Non, effectivement, j'ai pas. Mais je pense qu'en fait, l'annonce ici, c'était plus pour mettre en valeur c'était une manière assez parlante de mettre en valeur l'évolution techno sur les laptops par rapport rapport aux consoles. C'est pas spécialement pour dire, je veux dire, comment dire, mais c'est pas le critère qui va m'amener à changer, parce que je suis pas non plus un gros gamer. Donc ça va pas être gros gamer, c'est la carte graphique, le GPU, c'est vrai, tu peux très utilisé dans GPU ou d'autres fonctions.
Miner des bitcoins, par exemple. Non, Même ça plus, fait même plus. C'est pas rentable. Ça fait- C'est pas rentable. C'est pas Ça suffisamment se fait avec rentable. des processeurs spécifiques, mais Spécifique ça se fait maintenant, plus ouais, avec GPU. Euh, et d'ailleurs, de moins en moins de cryptos qui permettent d'ailleurs de miner, paraît-il, avec des GPU. C'est vraiment maintenant, ils doivent avoir leur propre processeur. Enfin bref, on ferme la Sinon, parenthèse. ça consomme trop d'électricité. Oui, bah oui, c'est ça. Donc c'est pas rentable pour le coup. Non, mais je parlais de l'usage que l'on fait du GPU, justement quand on fait du traitement vidéo, même photo, voilà, des choses ainsi, ça a son importance. Et c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des cartes Nvidia, quel que soit le modèle pour gamer ou professionnel de l'audiovisuel, ne pas avoir de bons rapports entre Apple et Nvidia, ça peut être un critère dérangeant et qui va orienter le choix de la machine maître, quoi. C'est ça un petit peu l'idée aussi. Voilà, c'est juste cette parenthèse-là que je voulais mettre en évidence. C'est tout, pas plus que ça. On peut passer à la suite ou pas ? Pays comme Philippines, encore une carte postale. Oui, c'est bon, là on va avoir un petit peu moins froid. Je tiens à préciser une chose, c'est que cette carte postale-ci a été enregistrée le 24 décembre dans la journée. C'est important de le signaler parce que cette carte postale nous a été envoyée avant le passage du typhon Phanpon ou Phanbon, je ne sais plus quel est le nom exact, qui a dévasté une partie des îles des Philippines. Il y a d'ailleurs, je pense aux dernières informations, 15 disparus. Et nous n'avons pas de nouvelles de Bruno, puisqu'il s'agit de Bruno, que nous écoutons tout de suite avec sa carte postale. Un bonjour des Philippines, où je me trouve en ce moment. Oui, j'ai pas de neige. J'ai à peu près 26 degrés sur une île parmi les 7400 îles des Philippines. 24 décembre 2019. On s'apprête à avoir un typhon. Oui, ici, c'est comme ça. La météo n'est pas très ensoleillée. On aura bientôt un typhon, une tornade, c'est la même chose. Donc je vous souhaite quand même des meilleurs vœux ici des Philippines, d'Asie. Je vous souhaite vraiment tout ce qu'il y a de meilleur pour l'année 2020 et on espère tous vous retrouver très rapidement sur nos réseaux différents, que ce soit YouTube, les podcasts, etc., pour des épisodes hebdomadaires des technos et aussi pour d'autres aventures, qui sait. On verra très bien ce qui va se passer par l'année prochaine. Oui, petit addendum peut-être pour ceux qui se posent des questions. Je suis effectivement dans presque la jungle, en complète autonomie, on va dire, vu qu'on n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, donc on est dépendant de panneaux solaires, voire d'électricité tirée de petites éoliennes qu'on installe ici. Donc c'est autre chose pour un technophile comme je suis d'être complètement coupé du monde technologique de la sorte. Même le réseau téléphonique ici n'a aucune chance de passer. Donc ici on a dû installer une antenne parabolique pour avoir satellite, pour avoir accès à Internet. Allez, encore une fois, meilleurs vœux à tous. Ah, on voyage. C'est le moins qu'on puisse dire. On voyage dans cet épisode. Et c'est pas fini, je tiens à le préciser. On en est à la lettre R, comme Russie. La Russie qui se prépare à avoir son propre Internet. Je le disais en préambule, au début de cet épisode, c'est un petit peu comme la Chine qui veut un petit peu se démarquer aussi technologiquement des États-Unis. Apparemment, la Russie veut faire de même, Sébastien. Oui, voilà, tu as déjà presque résumé le truc. Ici, ils ont fait un test en coupant le web externe, et donc tout le monde est resté sur un Internet russe uniquement. Alors, je sais plus, ils ont donné un truc, c'est genre le Runet ou un truc comme ça. C'était bref, je vais pas me moquer du nom moisi, mais le principe, effectivement, c'est de pouvoir contrôler exactement ce que font les gens sur le réseau en Russie, contrôler l'information qui viendrait de l'extérieur en cas de problème, donc tout ce qui est censure, ça s'appelle bien le Runet. Donc comme le fait la Chine, comme le font d'autres pays pas trop démocratiques, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Ouais.
Et donc, voilà, contrôler ce qui se dit, essayer de supprimer tout ce qui est VPN pour s'assurer qu'on puisse surveiller tout ce que tu envoies ou reçois, et réussir à avoir un Internet qui fonctionne quand même, parce que c'est pas évident, ils dépendent quand même des réseaux, des serveurs DNS, pour plein de choses. Alors, le Monsieur Tout-le-Monde, d'après l'article, n'a rien vu, parce que pour la plupart, bah, ils sont restés sur des sites russes, et eux n'ont pas vu que le reste du web avait totalement disparu. Mais certains ont certainement dû voir que, et question censure, c'était plus tout à fait ce qu'ils voulaient, ils pouvaient plus aller sur tout ce qu'ils voulaient à l'extérieur. Mais voilà, le principe, c'est de réussir à faire quelque chose de hyper transparent et de si on veut, on coupe la prise. Voilà. La guerre est prête, tu vois, il y a déjà quelques grandes puissances qui sont prêtes à débrancher. Tu parlais de l'Iran, par exemple. On l'a vu à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2019, parce qu'on peut constater la coupure. Il y a des gens qui s'occupent de ça et qui observent l'état du web iranien. Et la coupure, quand tu vois la bande passante utilisée en Iran, c'est... la chute totale, plus aucune consommation pendant 24, 48 heures, voire plus longtemps, pour se prémunir du fait qu'il y ait des informations non contrôlées qui circulent sur l'internet national, ou pour éviter que l'information ne sorte ou ne rentre, enfin peu importe. C'est une atteinte aux libertés individuelles, une fois de plus, systématiquement. Oui, enfin, c'est en cas de... Tu as un problème d'un coup d'État ou tu as un problème politique extérieur, on coupe tout et on est sûr que l'information n'arrive pas jusqu'aux citoyens. Alors, c'est assez flippant sur le fait qu'ils s'y préparent, déjà. Donc, la plupart des grandes puissances se préparent à ne plus être connectées aux autres, au reste du monde. Donc, c'est assez flippant sur la base. Et en même temps, ça fait un peu sourire parce que tu te dis, même donc, s'ils se préparent à la guerre, les gars, ils veulent s'assurer que tu puisses toujours avoir Internet, tu vois. Donc, t'as la guerre, ça pète à côté de chez toi, mais tu vas pouvoir regarder des vidéos de chats sur ton PC. Tu vois, les trucs... Voilà. Donc, l'économie, on est tellement dépendante, je caricature un peu, mais on est tellement dépendante aujourd'hui que si, en cas de guerre, ils veulent s'assurer de pouvoir continuer à faire tourner leur économie. Voilà. C'est ça l'idée, de manière générale. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter sur cette news-là, ou ces news-là, parce que c'est récurrent, mais là c'est vrai que ça devient un petit peu inquiétant, on va dire. Cette façon de s'isoler ne présage rien de bon, finalement. Bref, oui, non, parce qu'en même temps, c'est ce qui s'est... Enfin, je veux dire, comme tu le notais, Sébastien, c'est effectivement non seulement le besoin de pouvoir bloquer les échanges vers le monde extérieur, mais c'est aussi s'assurer, diminuer le risque d'une cyberattaque dans le cas où on se trouve dans une situation de conflit avec un autre État. C'est aussi s'assurer de pouvoir continuer à faire fonctionner ses propres services internes, parce qu'aujourd'hui, les administrations et autres sont très très dépendants, et les citoyens sont très très dépendants de l'Internet. Les horaires de train, le fait de faire une commande sur un site de commerce électronique, le fait pour un revendeur local de pouvoir s'approvisionner auprès de l'usine, et puis après tout l'usage militaire aussi. Donc c'est tout cet ensemble de choses, je suppose, qui veulent s'assurer, mais c'est pas nouveau, il faut pas nécessairement paniquer sur ça, dans le sens où les États ont toujours fait ce genre de choses. Moi, je me souviens qu'en grandissant, on avait la crainte parce qu'on était en pleine guerre froide, on avait la crainte de la bombe atomique qui pourrait être lancée par une des deux puissances. Ils sont armés. Jusqu'à présent, touchons du bois, espérant que ça va durer, ça n'a jamais pété. C'est pas parce qu'ils continuent à s'armer, parce que c'est juste la même logique, que nécessairement ça va péter. Je pense que dans leur tête, justement, on s'arme pour éviter d'avoir C'est vrai que ça va dans le même esprit, si on reste dans le domaine technologique, le fait de créer aussi des systèmes parallèles ou concurrentiels au GPS américain, par exemple, pour pouvoir justement se prémunir d'une éventuelle coupure pour X raisons, ou d'un piratage, d'avoir au moins une forme d'autonomie, entre guillemets, sur certaines données telles que la géolocalisation. Ici, ça irait un petit peu dans le même esprit, mais c'est vrai qu'on le voit aussi souvent,
sous l'angle de l'information, des libertés de s'informer, ce qui est une liberté fondamentale chez nous, sous nos latitudes, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Iran, en Chine, de nouveau, on le répète, ou en Russie, manifestement aussi. Voilà, c'est une arme un petit peu à double tranchant, quoi. Ça a deux effets, hein. C'est comme tu le dis, effectivement, bon, il faut éviter, il faut pouvoir continuer à s'informer, etc. Mais c'est aussi se bâtir une indépendance, une forme d'indépendance technologique qui fait que pour l'État qui aujourd'hui domine complètement Internet, c'est-à-dire les États-Unis, ben, ça n'a plus nécessairement d'intérêt de bloquer certains services. C'est ce qui s'est passé avec le GPS. Pendant très longtemps, les Américains ont brouillé les signaux GPS à usage civil. Puis à un moment, ils ont levé ce brouillage. Et quand est-ce qu'ils l'ont levé? Ben, quand l'Europe a dit on lance notre propre constellation satellite. Donc, et les Russes ont aussi leur propre constellation satellite qui utilisent les mêmes protocoles que le GPS et tout, mais qui sont brouillés par l'État russe, si l'État russe souhaite les brouiller. Et donc, du coup, pour les Américains, ben, il n'y a plus aucun intérêt à brouiller les satellites américains parce que de toute façon, à côté de ça, il y a un signal parallèle qui, lui, n'est pas brouillé. Et donc, quelque part, c'est vrai que je ne suis pas du tout en train de dire que c'est une bonne initiative, hein, c'est pas ça, mais c'est plus compliqué que simplement ils se préparent à la guerre. Oui. C'est aussi une arme, une manière de pouvoir dire voilà, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que nous, on sera pas tellement affectés en finale. Et du coup, bah, l'autre ne va pas le faire. Seb? Oui, alors je veux quand même rajouter qu'après, effectivement, on parle de théorie ici, ils coupent le réseau en cas d'attaque. Ça s'est déjà passé quand même par le passé. Il y a quand même quelques années, mais en 2007, c'est l'Estonie qui avait dû complètement couper son réseau du reste du monde parce qu'il subissait des attaques DOS exceptionnelles sur toutes leurs institutions, donc Parlement, banque, ministre, et tout ce qui est privé aussi, donc tout ce qui est journaux, broadcast, tout était down. Voilà, là, on parlait quand même d'une influence russe pour essayer de mettre l'Estonie et tout ce qui est l'infrastructure informatique de l'Estonie par terre. Mais voilà, ça a été la plus grande attaque aujourd'hui à ce jour contre un pays. Ça n'a pas empêché l'Estonie d'être la nation la plus numérisée, si j'ose. J'ai presque, enfin, je pense, hein, en tout cas en Europe, c'est une nation numérique, quoi. Hein, c'est-à-dire ils ont les services de l'État sont numériques ils sont ultra pointus et sont reconnus maintenant partout. Donc ça les a peut-être renforcés justement. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est peut-être le cas ici quelque part. Hein. Je vous invite d'ailleurs de votre côté à vous documenter sur l'Estonie, soit comme destination de voyage l'été prochain, ou alors sur l'aspect numérique de ce pays. Ça peut être exemplaire, on va dire, pour les autres pays européens dans les années à venir, je pense, ou pas, peut-être, Sébastien. Oui. Et alors, ils ont même une initiative en ligne où tu peux demander ta carte. Parce que en Belgique, il faut savoir qu'on a une carte d'identité électronique depuis très longtemps, ce qui va arriver en France dans quelques années. Hein, ils ont enfin signé une loi pour. En Estonie, ils ont ça aussi, plus ou moins la même période que nous. On était les premiers au niveau du monde, à Cocorico. Mais ils ont beaucoup plus développé le concept. Et donc, toute personne qui en a envie peut aller sur un site. Je me souviens plus le nom, mais ça doit être facile à retrouver. Mais pour devenir citoyen estonien. Donc, tu peux demander ta carte d'identité estonienne tout en habitant en France, en Belgique, etc. La seule formalité que tu dois remplir, c'est au moment où tu l'as reçue, c'est que tu dois aller la chercher à l'ambassade. Donc moi, j'en avais commandé une et j'ai été gentiment à l'ambassade d'Estonie à Bruxelles. C'était très, très, très drôle. Il y avait quelques centaines de personnes en Belgique qui ont demandé le truc. C'est juste un peu pour le gag. Mais grâce à ça, tu peux créer des sociétés en Estonie. Tu peux faire tous les actes que tu veux en tant qu'étranger. C'était malin de leur part aussi. Ça permettait également d'avoir un taux de création d'entreprises au niveau national beaucoup plus important, même si elles étaient créées de l'extérieur. Hein. C'est un tout petit pays. Hein. Oui, et c'est un tout petit pays, oui, effectivement, mais avec cette notion du service aux citoyens chevillé au cœur. Il paraît que dans ce pays, et c'est inscrit dans les textes de loi, un agent de l'État ne peut pas poser 2 fois la même question à un citoyen. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tout numérisé, pour garder toutes les informations nécessaires, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas poser 2 fois la même question. Il ne faut pas embêter le citoyen avec des questions. Voilà, ça nous change quand même complètement de ce dont on parlait juste avant, je pense. Il y a quand même une petite nuance à apporter de ce côté-là. On peut passer à la suite si vous voulez bien.
Parce que je pense que ceux qui nous suivent depuis un moment, et ceux qui nous suivent en particulier depuis la semaine dernière, avaient noté quand même que Benoît nous parle régulièrement de cuisine, que c'est sa petite marotte, hein, il faut bien le reconnaître, et il nous avait mis l'eau à la bouche avec la cuisson de sa dinde à basse température, et donc je lui ai dit tantôt, j'ai dit, écoute Benoît, il faut absolument que tu en parles, parce que sinon on va laisser les gens au milieu du chemin. On a fait une promesse, et puisque tu te retrouves là, Benoît, tu vas donc nous parler de sous-vide et de cuisson à basse température. C'est ça, exactement. En fait, j'avais oublié, tu me l'as rappelé. Ouais. Donc, j'ai reçu juste avant Noël, cadeau du Père Noël, la livraison d'un Kickstarter, donc un projet de crowdfunding, qui devait être livré en mai 2018 et qui a été livré en décembre 2019, ce qui est tout à fait normal et habituel sur ce genre de projet. Et c'est le dernier modèle de la sous vide Supreme, qui est un des produits qu'on utilise pour la cuisson sous vide, qui est assez particulier parce que je pense que pour ceux qui suivent un tout petit peu la cuisine technologique, quand on pense à cuisson sous vide, on pense à ces espèces de tubes qu'on met dans une casserole et qui servent à chauffer, puisque le principe, c'est en fait de cuire dans de l'eau chaude, dans de l'eau dont la température est extrêmement précisément calculée et maintenue. Et là, en fait, ils proposent ce qu'ils appellent des fours à eau, c'est-à-dire un appareil un peu plus encombrant. C'est gros comme on va dire comme une grosse machine à pain, et dans laquelle tu viens mettre l'eau. Et l'avantage, c'est c'est beaucoup plus calme, ça fait beaucoup moins de bruit. D'accord. Et là, la société, qui était d'ailleurs une des premières sociétés à vendre des produits de cuisson sous vide, donc c'est un acteur du marché depuis assez longtemps, mais ils avaient un produit qui était qui était bien, mais qui n'était pas connecté, ce qui faisait un petit peu tâche dans le monde moderne. Et en 2017, ils ont lancé cette campagne de crowdfunding en disant on va faire une version pilotable depuis votre smartphone. J'avais soutenu le machin, et puis il vient d'arriver. Ça veut dire qu'il est également disponible dans le commerce. Donc c'est un produit qu'on peut piloter. Malheureusement, je l'ai reçu, je l'ai déballé, mais j'ai pas encore eu le temps de cuire avec. Donc je peux pas être absolument sûr de comment. Enfin, j'ai pas un retour d'expérience très aussi développé que ce que j'espérais. Mais l'idée, c'est qu'on installe l'appli et puis on peut le lancer à distance, pas de la cuisson. Il y a quand même un petit bémol, et ils le disent, ils ne sont pas à la base des développeurs c'est une boîte qui est plutôt électronique et qui n'est pas trop dans l'IT. Et donc, ils sont un peu en train de découvrir l'Internet des objets, et ils ont encore des petits défauts de jeunesse, on va dire, dans leur appli, qui n'arrivent pas toujours à bien se connecter au four. Donc Voilà. le principe, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est vous avez un morceau de viande ou des légumes ou peut-être les deux ensemble, on ne sait pas. Vous le mettez tout ça, vous assaisonnez, vous mettez tout ça dans un sac en plastique sous vide. Donc il y a une machine pour mettre sous vide. Hein, et puis une fois que c'est sous vide, vous le mettez à bain-marie quelque part. Hein, c'est un peu le principe dans l'eau, quoi. À une température très précise. Donc là, j'imagine qu'il faut des livres de recettes spécialisés dans le domaine pour connaître la température, ou bien la machine le sait. Peut-être on lui dit voilà, gigot. Alors c'est l'idée 300 effectivement de la connexion, c'est que la machine, du coup, sur l'application, va pouvoir te guider sur les températures auxquelles tu as besoin. Maintenant, il n'y en a pas des masses, hein, tu les as vite retenues, hein. Il y a 4-5 températures type. C'est comme un four. Hein. Oui. Mon four, c'est 180, 220. Les températures entre eux, on s'en sert quasiment jamais. C'est un peu la même chose. Tu as quelques températures de référence que tu utilises pour à peu près tous les types de produits. L'intérêt, c'est que ça cuit. Oui. L'intérêt, c'est que ça cuit complètement à cœur à la température cible. Donc le problème, par exemple, pour de la dinde, qui est une viande qui a tendance à pas mal s'assécher pendant la cuisson, c'est que tu vas pouvoir la cuire à une température assez basse et conserver tous les jus dans la viande. Et donc tu as du coup une dinde, puisque c'est la période de Noël, etc., hein, tu as du coup une dinde qui est beaucoup plus juteuse, beaucoup plus agréable à manger que si tu la cuis un peu banalement au four. Je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Ah si, ou on peut pas cuire deux trucs en même temps différents, ou alors il faut que ce soit deux trucs qui se cuisent à la même température. Voilà. C'est ça le piège. Il faut que ce soit deux trucs qui se cuisent à la même température. Mais moi, par exemple, ce que je fais, je fais un peu moins parce qu'on mange un peu moins de viande maintenant, mais ce que je fais assez souvent, c'est le week-end cuire 2-3 sachets de viande. Que comme ça, durant la semaine, je n'ai qu'à réchauffer. Tu sais, tu trouves dans les supermarchés ces plats que tu n'as qu'à réchauffer, qui sont dans un petit sachet plastique. Et je me fais mes propres plats, si tu veux. C'est ça. Et comme les températures de cuisson des viandes
pour un type de cuisson donné, sont quand même très proches. Tu prends une température médiane et tu peux cuire comme ça Et ce qui est 2 ou 3 bien, c'est plats que en c'est même déjà temps. emballé en plus. Voilà. Et en fait, ça pasteurise, ce qui veut dire que du coup, ta viande se conserve beaucoup plus longtemps D'accord. que si tu la cuis normalement. Je tiens à préciser, parce que certains sont suspicieux, surtout sur YouTube, ce n'est pas un placement de produit. On n'est pas payé pour Non, pas parler du de ce tout, pas du produit. tout. J'ai payé le YouTube. machin Il moi-même l'a avec mes payé. sous pour le Et c'est Kickstarter. pas donné, hein, quand même, pour une machine qui fait bouillir de l'eau. C'est quand même pas Alors, donné. l'intérêt du Kickstarter, c'est que je l'ai eu en early bird, je l'ai eu à 50% du prix. Alors là, ça devient raisonnable, mais franchement, Ça voilà, devenait c'est raisonnable. un petit Oui, peu cher. non, c'est pas. Mais on aime tellement ce type de cuisson à la maison qu'on a démarré avec le tube qu'on met dans la casserole. Ouais. Et puis en fait, c'est pas mal, mais c'est assez bruyant. C'est un peu emmerdant quand tu fais des cuissons longs, quand tu fais une nuit, par exemple, si tu veux faire c'est extraordinaire, des spare ribs que tu laisses comme ça à 18 ou 24 heures. C'est absolument extraordinaire. C'est meilleur encore quand tu les fais. Ils sont encore meilleurs quand tu les fais. Quand tu les fais au barbecue ou au fumoir, c'est vraiment un régal. Mais bon, 18 heures, avec la machine qui fait bzzz tout le temps, tu as de la vapeur d'eau partout. Et la promesse de ce produit-ci, c'est comme il est un peu isolé, il fait beaucoup moins de bruit. Enfin, il n'y a pas de circulateur, donc c'est moins de bruit. Et puis, il y a beaucoup moins de vapeur d'eau partout. Vous choisirez votre appareil en fonction du fait que vous ayez une pièce à détapisser chez vous ou pas, par exemple. Voilà. Je pense que Sébastien voulait réagir à cette information. Oui, et figure-toi que c'est pas la première fois que Benoît en parle. On a déjà eu des discussions off depuis, je pense, des années, à tel point qu'à un moment, je me suis aussi quand même décidé. Et j'ai aussi un truc, mais c'est une autre marque, c'est Anova, qui fait des trucs connectés depuis un certain temps aussi. Et donc là, tu as la petite application, c'est assez génial. Tu lui dis juste, OK, j'ai foutu du veau, du bœuf dedans, et il monte le truc à la température. Oui, tu sors, et puis tu vas qu'à tes occupations, et tu as juste ton téléphone qui dit « c'est bon, c'est cuit !» Donc c'est vrai, en fait, c'est assez... la cuisine du fainéant, c'est vrai, très pratique aussi, en fait. Ah oui, c'est ça. Tu n'as pas grand-chose à faire, hein, tu n'as pas à suivre le truc, il est cuit, tu ne dois pas le tourner, il n'a pas brûlé, c'est facile, il est cuit. Pour certains poissons aussi, on peut faire de la sorte, mais sans appareil aucun, si ce n'est un lave-vaisselle, paraît-il. C'est-à-dire que vous pouvez cuire au lave-vaisselle, c'est vrai, et il paraît que ça fonctionne. Vous mettez une tranche de saumon cru dans un sac en plastique fermé hermétiquement, vous mettez ça au lave-vaisselle, et alors après, il faut voir quel cycle. mais ça vous cuit votre steak de saumon ou autre. Hein, voilà. La machine à laver aussi. Oula, mais là, il faudra reconstituer après. On avait juré qu'un jour on parlerait cuisine dans ce podcast. Ça pourrait être un futur podcast parallèle, la cuisine des technophiles ou un truc dans le genre. Je pense qu'il y a matière. Mais voilà, parce que vous voyez, quand Benoît prend référence à quelque chose, quand il parle d'un appareil pour cuire, ça ressemble un peu à un four à pain. Ah oui, ben oui, effectivement. Il ne va pas prendre référence à autre chose, genre une télévision. Non, c'est un autre appareil pour cuire. C'est comme ça. Mais je trouve ça super. Beaucoup de disques durs. Oui, c'est ça. C'est comme 16 disques durs l'un à côté de l'autre. Vous voyez ? Ah oui, bah oui. Non, je trouve ça sympa comme tout. C'est vrai que quand la technologie s'invite dans la cuisine et si ça peut faciliter les choses et faire en sorte qu'on cuisine plus et plus sainement, tant mieux. Hein. Je suis le premier à le dire et à le soutenir. On avait fait la promesse de vous en parler. Eh bien, voilà qui est chose faite. Dernière carte postale de cet épisode de 239, une carte postale qui nous vient de Suisse, les habitués auront compris. Ok, c'est pas la plus belle des météos, mais c'est celle que j'ai trouvée pour trouver une excuse de sortir du studio et vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2020 avec la vue sur mes montagnes préférées, voilà, en direct des Alpes vaudoises. Derrière moi, vous avez les Alpes valaisannes. Voilà pourquoi je vous parle de mes montagnes préférées. Alors pour celles et ceux qui suivent lestechno.be, qui suivent l'actualité tech avec les fous furieux de cette superbe émission, déguisée en podcast, à moins que ce soit une chaîne YouTube, ben voilà, Thierry Weber en direct de Suisse vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2020. Voilà, pour ma part,
peut-être avec une température un peu plus clémente, mais ça sera non plus pas de quoi se mettre, une occasion de se mettre en maillot de bain. Mais voilà, on se dit à très bientôt à Las Vegas et puis très bonne année 2020 à vous tous. Bye. T comme Trump, j'espère que vous n'avez pas pris froid. T comme Trump, Sébastien, on va parler de Twitter et Facebook qui bloquent 55 millions de comptes qui sont en fait des comptes de robots. Oui, donc ils ont mené une opération conjointe, Facebook et Twitter, sur voilà, avec en développement une certaine intelligence artificielle pour trouver ces comptes, parce que les 55 millions, ils les ont pas cherchés à la main. Hein, donc voilà, la Facebook vient de prendre un grand coup en arrière, et donc ils ont réussi à retrouver les 55 millions, j'insiste, hein, vraiment 55 millions de comptes, donc c'est quand même pas 2-3, qui sont liés donc à une société de médias américaine, BL, bon, voilà, qui elle a des liens avec Epoch, je ne connais pas plus, et par contre Falun Gong en Chine, donc le culte chinois, donc c'est tout un truc un peu obscur. Ces comptes, ces 55 millions de comptes avaient été fans de pages Trump et postaient de manière automatique toute une série de sujets de commentaires pro-Trump, pro-droite américaine. Donc voilà, tout était savamment organisé pour faire croire que c'était des vrais Américains, donc c'était des photos totalement, totalement trafiquées. C'est assez hallucinant que, voilà, on parle pas juste de 2-3 comptes, mais qu'ils aient réussi, les mecs, à créer de manière automatique autant de millions de comptes, et en plus de ces comptes, cette société qui est maintenant totalement bannie dans tous les sens, mais pas grave, elle trouvera un autre moyen la semaine prochaine, hein. Mais ils ont quand même dépensé 9,5 millions de publicité sur Facebook, donc là aussi, hein, il n'y a pas eu beaucoup de fact-checking sur qui était cette boîte qui claquait quand même 10 millions de dollars. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, 10 millions de dollars, hein, finalement, pour Facebook. Donc voilà, ça promet une année 2020 assez riche, je trouve, en news sur en la matière, parce que les élections américaines, ça arrive, et ça risque d'être voilà, socialement très intéressant. On voit un peu partout dans le monde, pas qu'aux États-Unis, mais Facebook pris d'assaut par certains partis politiques qui investissent énormément d'argent dans la publicité sur Facebook. Et le pire, c'est qu'on voit que ça fonctionne quand même, hein. Donc après, il faut voir comment est orientée cette publicité, comment c'est orchestré. C'est pas donné à tout le monde, soyons clairs, mais malheureusement, ça pousse à la décision certaines personnes. On l'a vu avec le Brexit, hein, par exemple. Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant. C'est inquiétant. Le manque de position aussi l'absence de position prise par Zuckerberg aussi sur ce sujet, alors que Twitter a clairement annoncé qu'il n'acceptait plus de publicité de publicité électorale sur leur plateforme, donc ils ne vendront pas d'espace publicitaire à des partis politiques, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Pour le coup, je pense que Mark Zuckerberg n'a toujours pas dit qu'il ne le ferait pas, enfin, ou alors le news m'est passé sous le nez. Mais... Non, ils n'ont pas dit qu'ils ne le feraient pas, mais ici, je veux quand même remettre les choses en place. Les gars ont dû investir probablement pas mal de temps et d'efforts pour réussir à dégoter les 55 millions de comptes. Oui. Ça se fait pas en 2 minutes. Ils ont fait les efforts, et je tends à supposer que s'ils l'ont fait une fois, maintenant ils ont les tools pour pouvoir de nouveau retrouver des comptes problématiques, et qui vont continuer à le faire. Mais voilà, est-ce que eux seuls savent le faire, ou est-ce qu'ils ont besoin d'agences gouvernementales, ou est-ce qu'il y a besoin d'autres sociétés spécialisées en la matière? Ils sont là depuis un certain temps, ces comptes, hein, donc Oui. voilà. Quelles influences on peut leur donner, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je pense que certaines enquêtes indépendantes devraient quand même être mises en pied pour comprendre le pourquoi et le comment, hein. Et les flux d'argent, qui a financé Oui. quoi, voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Je sais pas ce qu'en pense Benoît, qui est très éloigné de tout ce monde des réseaux sociaux, hein. Benoît, c'est pas qu'il ne s'intéresse pas, c'est qu'on ne te voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est pas une critique. Je Hein. n'ai plus effectivement visité Facebook depuis 4 ou 5 ans, mais je reste quand même pas mal actif sur Twitter. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de... Partage des recettes de cuisine. Non, c'est juste Arrête un de jeu frapper Facebook, sur Benoît. effectivement,
j'y vais plus, enfin, je m'y suis plus retrouvé, puis j'y vais plus beaucoup. Et du coup, Ouais. j'y vais plus, et puis du coup, voilà. Puis je passe. Ce qui est en train de Non, perdre aussi, j'ai pas de. on est en train de Je perdre, suis en train de perdre. perdre ton niveau sonore. Je ne sais pas pourquoi tu Ah ouais? baisses. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ah, attends, oui, t'as raison. J'avais Hein. baissé un petit peu le son parce que j'ai dû tousser Ah et là je l'avais là, pas ouais, remis ben voilà. correct. C'était pour ne pas vous faire vous Oui. imposer L'atout. enfin, le bruit, Ouais. quoi. Oui. Voilà. Non, mais sur l'actu ici, bah, effectivement, comme le dit, moi je trouve ça bien qu'ils aient fait le travail d'identifier ces comptes et ça montre quand même qu'il y a une certaine vigilance. Oui. Même si c'est pas parfait, même si on en voudrait plus, mais Moi, je c'est me pose bien toujours quand la même. question dans ces cas-là, combien n'ont pas été, repérés et fermés. Voilà. Quel arbre qui cache la forêt En fait, ouais, il reste 2 comptes sur Facebook, en fait. Tous les autres, c'est des bots. C'est ça. En fait, plus personne n'est sur Facebook. Si vous voyez un individu de moins de 35 ans sur Facebook, c'est un bot. Non, mais sérieusement, il y a quand même encore beaucoup de monde sur Facebook, il faut le reconnaître aussi. Mais voilà, c'est vrai que ça m'est passé aussi complètement. Hein. J'ai passé plus d'une année complète maintenant sur Facebook et je m'en porte pas plus mal. Soyons très clairs. Ce qui est assez surprenant sur Facebook, c'est quand tu regardes le Facebook d'un pote ou d'un membre de la famille, que tu regardes son fil, c'est à quel point tous les fils sont différents et les actus sont différentes et ça te donne immédiatement une idée des sujets qui intéressent la personne. C'est vraiment incroyablement ciblé maintenant, je Oui, trouve, un fil Facebook. et c'est un peu inquiétant aussi, du coup, parce que les gens qui vivent sur Facebook On vit en vivent autarcie. en vase clos, quoi, hein, quelque part. Oui. On ne va jamais leur mettre une information contradictoire sous le nez, ça ne se fait pas. Sinon, ils partiraient. Voilà. Bon, on va pas en faire des louches non plus. Hein, on a beaucoup parlé de Facebook cette année, on va peut-être s'arrêter là. Ou pas. La lettre Z pour conclure ce 239e épisode, presque conclure, ce 239e épisode des Technos, c'est cet autre bot, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment un bot, c'est le Zuckerbot. De quoi s'agit-il, Sébastien? Ah, c'est couillon, hein, ça m'a fait rigoler. Donc, alors c'était une équipe de journalistes du Guardian qui sont un peu frustrés parce que Zuckerberg a fait des interviews au New York Times, Washington Post, ABC, CNN, machin, tout le bazar. Et le Guardian, ils ont demandé plusieurs fois et Zuckerberg les a à chaque fois niés. Et donc, le mec, à un moment, il s'est dit, bah, allez, on va demander à une boîte américaine, un studio de bots, de nous créer un bot Zuckerbot pour qu'on puisse lui poser les questions et qu'il réponde comme si, effectivement, c'était Mark Zuckerberg. Et donc, ils ont été analysés plus de 200 000 mots de discours, de phrases, de machin de Mark Zuckerberg pour répondre comme si c'était vraiment lui. Hein. Donc, c'est pas juste une blague. Les mecs ont vraiment investi du temps pour. Je pense que c'est la boîte technologique qui fait les bots derrière est très contente d'avoir relevé le défi aussi. Hein. Ils ont certainement eu un bon prix. Mais tu te retrouves donc avec des réponses comme « Je crois en ce monde de but, un monde de but et d'espoir. En fait, je crois qu'il est inspirant pour tout le monde d'être un entrepreneur, mais aussi pour moi d'être un intermédiaire entre les gens et les futurs d'Internet. » Donc voilà, ça c'est J'aime bien la les deuxième. réponses. L'autre phrase aussi que tu aurais pu presque prononcer, c'est est-ce que quelque chose peut vraiment être sécurisé? Est-ce que quelque chose peut vraiment rester secret? Devinez quoi? La réponse est peut-être claire ou peut-être pas. Voilà. Je trouve ça magique. Donc voilà, c'est des phrases langue de bois, comme on disait à la Zuckerberg, un générateur de langue de bois. Donc c'est plutôt rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Oui, c'est drôle. Et on peut aller lire toute l'interview. Et je ne sais pas si on peut jouer avec le Zuckerbot, mais c'est un peu ça. Quoi. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est bon esprit, personnellement. Oui. Ce qui achève quasiment le 239e épisode. Mais avant de conclure cet épisode, puisqu'on a reçu des cartes postales, il faudrait quelque part aussi y répondre d'une manière ou d'une autre. Et puisque vous êtes là, que vous n'êtes pas parti en congé et que vous êtes fidèle au poste, je vais vous laisser l'un et l'autre présenter vos petits vœux, hein, vos petits vieux. J'ai pas peur on peut commencer par Benoît. Allez, vas-y. Allez, alors, donc, je vous souhaite évidemment à tous une bonne année, un bon réveillon, mangez bien,
Et puis, profitez bien de toute l'actu et n'oubliez pas de nous rester fidèles au poste, évidemment, et de nous laisser des petits commentaires de temps en temps. Bonne année! Bonne année à toi, Benoît. Sébastien? Je veux vous remercier tous ceux qui nous suivent depuis quelques épisodes ou quelques années. J'espère quelques années pour certains, mais ceux-là ne sont compte que par quelques dizaines, et quelques centaines maintenant pour les nouveaux. Et donc voilà, merci d'être fidèles au poste, merci de nous écouter, merci tous les commentaires. C'est toujours très agréable de voir qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans toute une communauté que dans quelques têtes que nous sommes. Donc meilleurs vœux à tous pour l'année prochaine et soyez encore plus nombreux à nous écouter. Merci Sébastien, et pour ma part, je ne vais pas répéter tout ce que mes petits camarades ont dit, mais je le pense aussi. Voilà. Merci à tous de nous suivre depuis maintenant plus de 5 ans, et passer un excellent réveillon de Nouvel An, et puis on se retrouve évidemment, bon pied bon oeil, en 2020 une fois de plus, avec cette fine équipe, et quelques nouveaux aussi, on l'espère. En tout cas, il y en aura au moins un, ça je peux vous l'affirmer, puisque le recrutement va bon train, et que nous sommes toujours en quête, et si j'ai un vœu à formuler personnel par rapport à ce podcast en particulier, ce serait de pouvoir accueillir une chroniqueuse dans le courant de l'année 2020. Je pense que ce serait un bon renfort dans l'équipe, et ça rajouterait quelque chose au contenu. Je ne laisserai pas Sébastien faire de commentaires là-dessus, parce que sinon on va encore repartir pour une année supplémentaire, le temps de voilà. Mais voilà, c'est mon vœu en tout cas pour ce podcast. N'hésitez pas à inscrire vos vœux également, hein, si vous le voulez, en commentaire sur YouTube, sur le blog lestechno.be, etc. N'oubliez pas de dire à vos amis que vous écoutez ce podcast, et mettez des pouces vers le haut sur YouTube ou des étoiles sur les applications habituelles, évidemment. Sébastien voulait peut-être rajouter un truc, peut-être le mot de la fin, Sébastien. Non. Moi, je dis, je ne fais plus des numéros qu'avec Benoît maintenant. Donc, ah oui, d'accord. Rendez-vous en janvier dans ce cas. Voilà. Bon, tu vas pas perdre de poids, hein, parce qu'avec lui, on va grossir avec ses recettes. Ah, on va parler bouffe, on va parler bouffe, et ça, voilà. Si vous voulez qu'on parle plus de bouffe, n'hésitez pas à le dire. Tu fais de bonnes découvertes grâce à ça. Voilà, exactement. Donc, à vous deux, passez aussi un très bon réveillon, les gars. Et effectivement, on va faire une petite pause cette semaine de Saint-Sylvestre, on va dire ça comme ça. Il n'y aura pas d'épisode jeudi prochain. Par contre, on se retrouve évidemment jeudi en 8 pour le 240e épisode des Techno. Merci de nous avoir suivis, merci de nous rester fidèles, et à très bientôt. Au revoir.